Bonjour à tous. Comme vous avez dû le voir, il y a eu un problème avec la première vidéo pour la deuxième explication de Manon. Pour le premier mouvement, elle était trop longue, elle n'a pas tenu. Donc je vous la refais maintenant, le premier mouvement, même s'il arrivera après le deuxième et le troisième. Bon, cette explication sera un peu éclatée, mais bon, c'est pas grave, il y aura suffisamment d'éléments. Donc, si on revient sur cette explication, je vais essayer de faire vite pour tenir dans les 15 minutes cette fois-ci. D'abord pour l'introduction, donc naturellement, on présente Manon Lescaut et l'abbé Prévost, et puis on resitue le passage en rappelant qu'à ce moment-là de l'intrigue, donc Desgrieux n'a pas vu Manon depuis 2 ans, depuis la première trahison dont il a été la victime. Son père est intervenu pour le ramener d'abord chez lui. Desgrieux s'est guéri de son amour pour Manon là-bas, et puis il est ensuite retourné à Paris, à Saint-Sulpice, pour reprendre ses études religieuses au séminaire et finir en étant abbé. Mais Manon ayant appris qu'il avait soutenu une thèse publiquement, elle a appris donc sa présence à Paris et elle revient le rejoindre à Saint-Sulpice donc et elle l'attend dans un parloir où ils vont avoir l'entretien rapporté par le texte en question. Donc pour étudier ce texte, la problématique qu'on avait déjà évoquée, c'est en quoi est-ce qu'il montre la faiblesse de l'homme face à l'amour de ce point de vue-là, donc il s'inscrit dans la dynamique tragique du roman et en même temps dans sa dynamique morale, c'est-à-dire montrer la faiblesse de l'homme face à l'amour, même s'il y a une forme d'ambiguïté qui apparaît, on va le voir, on l'évoquera en conclusion plutôt. C'est à se demander dans quelle mesure l'abbé Prévost ne cherche pas plutôt, comme dans l'ensemble du roman, à célébrer le pouvoir et la beauté de l'amour passionnel, plutôt que de le condamner à travers ce texte. En tout cas, on peut diviser ce texte en 3 mouvements. Les numéros de ligne indiqués sur la feuille ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont sur le texte, que j'ai changé la mise en page, mais j'ai pas modifié mes numéros de ligne. Donc voilà, il faudra que vous fassiez le rapprochement. En tout cas, le premier mouvement va donc des lignes 1 à 7, c'est le premier paragraphe du texte. Le deuxième, donc ce premier mouvement, on rappelle donc les retrouvailles tendues entre Manon et Desgrieux. Le second mouvement donc commence à la ligne 8, elle s'assit et va aller jusqu'à la ligne 14, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. Ici, c'est le dialogue passionné entre les deux amants. Et enfin, le dernier mouvement, donc à partir de la ligne 14, à peine eus achevé ces derniers mots, jusqu'à la ligne 20, qui correspond, lui, donc à la dernière partie que j'ai appelée caresse et effroi de la part de Desgrieux. Donc pour le premier mouvement, on peut déjà rappeler en commençant cette explication, comme on pourrait le faire pour l'ensemble de Manon Lescaut, que le récit est fait à la première personne, comme le montre naturellement la première phrase, je demeurais interdit à sa vue ici qui place Manon en position d'objet, c'est elle qu'on observe. Quand je dis objet, c'est au sens grammatical du terme, bien sûr. Donc la scène nous est racontée par Desgrieux, et comme dans l'ensemble du roman, bien on n'a que son point de vue, ce qui peut être lourd de sens en tout cas. On note également donc Desgrieux nous informe de son état d'esprit. Il nous dit qu'il est interdit. J'attendais qu'elle s'expliquât, ce qui nous montre qu'il est dans un état de surprise, de stupeur, mais qu'en même temps, il ne peut pas connaître les intentions de Manon, puisqu'il nous dit, avec la structure négative, ne pouvant conjecturer quel était le dessein de cette visite, ce qui nous montre bien qu'il n'a aucune idée de ce que veut Manon. Donc on a un point de vue, forcément, un regard partial et subjectif sur cette scène de retrouvailles. Voilà, première remarque donc, sur le point de vue interne, avec toutes les conséquences liées à l'énonciation du roman qu'on avait déjà vu dans le cours. Deuxième point qu'on peut noter, c'est que cette scène est très fortement influencée par l'esthétique théâtrale, puisque eh bien, on a deux personnages qui se retrouvent face à face dans un lieu clos, relativement étroit, puisqu'il s'agit d'un parloir en plus. D'autre part, on a une forte présence du dialogue dans l'ensemble du texte, notamment dans le deuxième mouvement, même si dès la fin du premier, on a du dialogue qui apparaît également. Donc, on a également beaucoup d'éléments visuels qui apparaissent. On relève notamment dans les premières lignes vues à la ligne 1, yeux à la ligne 2. On a également ces détails, les yeux baissés. Ensuite, elle mit la main devant ses yeux. Donc, on a beaucoup de détails visuels qui permettent au lecteur de s'imaginer la scène et donc vont lui donner une dimension théâtrale particulièrement marquée. Si on se penche maintenant sur le contenu plus précisément, on peut observer d'abord que ces retrouvailles débutent par un silence gêné entre les deux amants. On ne sait pas combien de temps dure ce silence, mais on peut supposer qu'il dure un certain temps. On a la phrase justement j'attendais à la fin de la ligne 1 dans notre nouvelle version, enfin la mise en page que je vais distribuer. Mon silence continuait à la ligne 3 qui insiste encore une fois sur la durée de ce silence.
Et on a également, donc toujours à la ligne 2, cette fois-ci, son embarras fut pendant quelques temps, donc ce pendant quelques temps, complément circonstanciel de temps, qui nous indique à nouveau que ce silence dure un certain temps, précisément. En tout cas, deuxième point, ce silence qui suit les retrouvailles provoque le malaise chez les deux personnages. On a l'évocation justement des yeux baissés, la ligne 2. On retrouve également l'embarras mutuel des deux protagonistes qui est évoqué à la ligne 2. Son embarras fut pendant quelque temps égal au mien, donc ce qui implique bien sûr que les deux personnages sont embarrassés. Donc les deux personnages sont, du moins en ce qui concerne des Grieux, surpris et gênés par l'arrivée de Manon, et Manon elle-même est gênée et déstabilisée par ces retrouvailles. Les raisons de ce silence donc, sont différentes pour les deux protagonistes. En ce qui concerne des Grieux, on a l'impression d'abord que ce silence s'explique par la stupeur, l'étonnement. On a déjà dès la ligne 1 l'adjectif en position d'attribut « je demeurais interdit à sa vue », donc interdit qui implique qu'il est figé par la stupeur, qu'il est paralysé par l'étonnement. Ensuite, ne pouvant conjecturer, on l'a déjà évoqué, mais en tout cas ici on peut le rappeler pour insister sur son incapacité à comprendre les choses, à deviner ce qu'il passe, et donc l'état d'hébétude dans lequel on peut être face à une situation qui nous échappe complètement. On peut également noter justement qu'il y a beaucoup d'éléments qui traduisent ce trouble, hein, donc on ne va pas reprendre tous les mots, on pourrait les reprendre, je les ai marqués plusieurs fois, mais interdit, on peut rappeler que c'est un terme fort qui montre vraiment une forme d'étonnement très très profond, ou encore, pour parvenir encore une fois sur ne pouvant se conjecturer, l'évocation des yeux baissés qui peut refléter cette gêne, et puis l'expression avec tremblement, donc qu'on trouve à la ligne 2, les yeux baissés avec tremblement. On peut développer un petit peu sur cette notion de tremblement en rappelant que théoriquement, l'expression avec tremblement est plutôt associée à une perspective religieuse qu'on retrouve dans la Bible, dans laquelle il est dit que les hommes se retrouvent face à Dieu dans la crainte et le tremblement. Or, ici, le terme de tremblement est utilisé pour désigner l'attitude face à Manon, et Desgrieux, régulièrement dans le roman, mélange le vocabulaire théologique avec du vocabulaire profane, le vocabulaire sacré avec le vocabulaire profane, et ici, il peut y avoir une allusion au fait qu'à ses yeux, Manon est une véritable déesse, et qu'il abandonne le Dieu qu'il était en train d'étudier, auquel il avait projeté de consacrer sa vie en retournant au séminaire, pour cette déesse, cette créature terrestre finalement, mais qui est aussi belle qu'une déesse, et qui va donc susciter chez les Grieux un culte presque similaire à celui qu'on devrait éprouver pour Dieu. En tout cas, il y a cette référence religieuse en arrière-plan qui peut être présente dans l'utilisation de ce terme. On peut également supposer que le silence de Desgrieux peut être dû à la colère, à l'indignation qu'il ressent face à Manon. Ce tremblement, justement, il peut aussi être dû à un état de nervosité intense, plus simplement, qui peut traduire sa colère intérieure. De la même façon, dans la phrase « j'attendais qu'elle s'expliquât », dans la deuxième proposition de la première phrase, troisième proposition plutôt, « j'attendais les yeux baissés avec tremblement qu'elle s'expliquât », on a ici un homme qui se met dans une posture d'autorité, il attend que quelqu'un lui donne des explications, presque une figure paternelle qui va attendre des explications, des justifications face à une bêtise qui aurait été faite, ou alors, plus vraisemblablement encore, presque la figure d'un confesseur qui attend que la créature pécheresse qu'il accueille en confession, donc avoue ses fautes. En tout cas, cette posture d'autorité qui peut traduire cette forme d'indignation et de colère de Desgrieux. Le silence de Manon, lui, peut s'expliquer plutôt par une forme de pudeur, puisque, comme je vous l'ai expliqué, le fait qu'elle ait déjà fait cette démarche de rendre visite à Desgrieux est particulièrement audacieux de la part d'une femme, surtout pour l'époque. Donc si en plus elle prend la parole la première, ce serait se mettre elle-même dans une position d'infériorité ou de soumission face à Desgrieux. Donc voilà, sur cet élément-là. On peut se demander, comme j'ai marqué, voilà, est-ce que c'est une attitude simplement, ou est-ce que ça traduit une forme de stratégie de la part de Manon, question qui va parcourir l'ensemble de l'explication comme toujours. En tout cas, le silence prolongé de Desgrieux contraint Manon à prendre la parole la première. C'est ce qu'elle va faire donc à partir de la ligne... elle me dit, à partir de la ligne 3, elle me dit d'un ton timide qu'elle confessait que son infidélité, etc. Donc elle adresse un premier discours. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que ces retrouvailles débutent donc par ce silence tendu, gêné, qui instaure d'ores et déjà une forme de rapport de force entre les personnages.
Le premier discours de Manon, donc des lignes, comme je l'ai dit, de la ligne 3 jusqu'à la ligne 6, jusqu'à la fin de la ligne 6, est fait au discours indirect, avec une longue succession de conjonctives complétives. Regardez-les bien, il y a aussi ici une subordonnée hypothétique avec s'il était vrai que juste, quelques tendresses pour elle, ligne 4-5. Vous avez également, il y avait aussi, il y a quoi, il n'y a pas un lorsque, il me semble, dedans. Non, vous avez juste une succession de complétives avec simplement donc la relative où elle était en ma présence à la ligne 6. Voilà, c'est juste la petite parenthèse grammaticale pour vérifier qu'il n'y ait pas de choses particulières. En tout cas, une fois de plus, on a la confirmation qu'on a affaire à une scène théâtrale avec cette présence du dialogue, quelque chose qui peut être relevé du mélodrame. Hein. La précision d'un ton timide peut même évoquer une didascalie, donc on a bien le sentiment d'être au théâtre ici. Et on peut préciser, pour aller plus précisément sur le fond de cette réplique, que Manon va ici utiliser toute une rhétorique de la culpabilité afin d'émouvoir et attendrir des Grieux. Elle va tenter de lui inspirer de la pitié. Et comme toujours, on peut se demander, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est le fruit d'une stratégie de conquête. Donc je vais aller assez rapidement parce que je vois que les minutes tournent. Donc on peut observer ces différentes techniques. D'abord, elle-même, elle pleure, elle cache ses yeux, ce qui manifeste une forme de pudeur. Et on peut rappeler qu'il y a une forme de rhétorique des larmes, c'est-à-dire que la stratégie de pleurer peut toujours émouvoir quelqu'un. Enfin, ça dépend, des fois ça peut être agaçant, mais en tout cas pour une jeune femme, malheureusement, si on peut dire, c'est assez genré comme représentation, mais les larmes sont attendrissantes et suscitent donc la pitié. De la même façon, elle avoue humblement ses fautes, hein, donc quand elle s'exprime sur un ton timide, elle se présente comme une petite chose fragile à protéger, ou en tout cas pleine de culpabilité. L'utilisation du verbe elle confessait implique qu'elle reconnaît ses fautes, comme si elle attendait un jugement, donc c'est une position de soumission qui peut inspirer la pitié et la bienveillance. Pas toujours évident d'exercer sa sévérité face à quelqu'un qui reconnaît ses torts et qui se met dans une position d'infériorité. L'expression mériter ma haine est une hyperbole, cette expression, hein, je vous laisse regarder dans le texte pour les repérer, hein, mais mériter ma haine, c'était la ligne 4. Donc cette expression relève également d'une forme d'exagération qui peut inspirer la pitié, une fois de plus, puisque Manon se présente comme si elle-même était pleine d'une culpabilité terrible. Donc toutes ces techniques par lesquelles elle avoue ses fautes avec une grande contrition peuvent susciter la pitié, mais on peut être surpris de voir qu'immédiatement Manon va inverser la situation, puisqu'elle va d'un seul coup reprocher à des Grieux d'avoir été insensible, et d'une certaine façon, elle va remettre en cause la sincérité des sentiments dont il avait fait preuve auparavant, en lui disant qu'il est dur avec elle, hein, elle utilise il y a de la dureté, elle l'accuse d'avoir été indifférent quand elle précise que pendant 2 ans, il n'a pas pris soin de son sort. L'hypothétique, justement, s'il était vrai, qui est à la ligne... Ça veut dire une parole. Voilà, la ligne 4, s'il était vrai que j'ai jamais eu quelque tendresse pour elle, ici on a bien cette remise en cause des sentiments que des Grieux auraient pu avoir avec lui. Donc, elle lui reproche également d'être indélicat dans le moment présent, puisqu'il la laisse dans une position de vulnérabilité, de fragilité, sans faire quoi que ce soit. Voilà, donc les 2 phrases j'ai citées à la fin. Donc, Manon, dans cette première prise de parole, essaye d'inspirer de la pitié à des Grieux et le faire culpabiliser. En tout cas, dernière phrase de ce premier mouvement, donc le désordre de mon âme en l'écoutant ne saurait être exprimé. Une phrase très courte qui tranche avec la précédente et peut donc refléter l'agitation intérieure de des Grieux. Et en tout cas, on note également donc une hyperbole par prétérition ne saurait être exprimée. Une prétérition, c'est le fait de dire une chose en faisant semblant de ne pas la dire. Par exemple, je ne vais pas dire à quel point tu m'énerves. Eh ben, vous avez dit que la personne vous énervait, mais juste avant, vous avez dit que vous n'allez pas le dire. Donc, vous l'avez dit sans le dire. C'est ça une prétérition. Et ici, quand il nous dit le désordre de mon âme ne saurait être exprimé, manifeste, relève du même ordre. C'est-à-dire que cette agitation est tellement forte, ce désordre, hein, le terme en lui-même est fort, est tellement fort qu'il ne peut pas l'exprimer. Donc, voilà pour ce premier mouvement qui met en place des retrouvailles pleines de tension, marquées par un rapport de force, et dans laquelle Manon s'impose immédiatement en essayant d'inverser la problématique ou du moins de rétablir l'équilibre en présentant des Grieux comme aussi coupables que lui, mais quoi que ce soit d'une façon différente, le tout dans le but de lui inspirer de la pitié. Voilà pour ce premier mouvement.